Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette année-là. Vous connaissez maintenant le principe, on va prendre une année, on va en parler. Et cette année, c'est une année nostalgique, c'est les années 80, les fameuses années 80 de Mitterrand. Et en avril 1980, Élément va sortir un numéro qui va faire date. Je vais vous montrer, c'est une très belle couverture. Avec ce titre, Pour en finir avec la civilisation européenne, et avec ce magnifique tableau occidental, pardon. Oui, là, ça serait l'inverse. Merci François. Avec ce magnifique tableau d'Olivier Carré. Ce numéro, il va faire date, et pour en parler, on a toute l'équipe d'Éléments est avec moi. Il y a déjà le grand patron, Pascal Esséric. Bonjour Pascal. Bonjour. Notre ami François Bousquet, le rédacteur en chef. Notre ami Olivier, bonjour. Qui est de retour. Enfin, de retour. Enfin. Et Christophe, Maxime. Qui nous a jamais quittés. Qui nous a jamais quittés. Quasi. Alors pourquoi on revient sur les années 80 et pour en finir avec la civilisation occidentale, ça y est, je vais y arriver. Dans ce numéro, il y a un encadré avec un célèbre titre qui va faire un peu polémique à l'époque, qui s'appelle « Il n'y a pas de monde blanc ». Je vais vous en lire un extrait, et ce qui est surprenant, c'est que cet article, cet encadré, est signé Guillaume Fay. Disons-le clairement, depuis ce papier, le discours de Guillaume Fay a bien changé dans les années 2000. Que nous dit Guillaume Fay ? Toutes les idéologies dominantes opposent dans leur discours le tiers-monde et l'Occident. Quels que soient les critères pris en compte, les définitions fonctionnent toutes selon le même principe d'exclusion. Dans leur analyse de la croissance économique, les théories libérales ne font elles aussi qu'opposer l'Occident développé au tiers-monde, en voir le développement. La notion même d'Occident est en fait le produit d'une idéologie et ne recouvre aucune réalité géopolitique, culturelle et même économique. Où classer l'Argentine, pays blanc, en voie de sous-développement, ou le Japon, pays de couleur hyper développé ? Les mots ne sont pas neutres, le concept d'Occident piège celui qui l'emploie. Parler d'Occident, c'est à la limite reconnaître son existence et admettre la logique qu'il véhicule. François, 40 ans plus tard, on est en plein dans ce débat-là. D'un côté, on a des gens qui nous disent qu'il faut sauver la race blanche, il faut se protéger, on a les survivalismes, il faut être avec nos amis américains. Et de l'autre côté, on a les indigénistes qui nous expliquent que le coupable, celui qu'il faut condamner, c'est ce fameux monde blanc. C'est très curieux, la question de la raciale, elle est sous courant alternatif, hein. Elle connaît des éclipses. Les années 80 font partie de cette éclipse, hein. Elle est sortie des écrans radars, hein. Et aujourd'hui elle ressurgit brutalement. Elle ne ressurgit pas parce que les Blancs l'ont mis à l'ordre du jour, hein. Non, c'est au contraire les indigénistes, les décoloniaux, ou les post-coloniaux, puisqu'on ne va pas non plus se rallier complètement à leurs éléments de langage, parce qu'ils portent eux-mêmes un discours, mais eux-mêmes ont subi un changement fascinant, puisqu'il y a 50 ans, les grands auteurs africains ou antillais, c'était Césaire, c'était Fanon, Senghor, hein, où on avait développé un concept très barésien, du reste, hein, de l'identité. Rappelez-vous, les années 80-90, c'est l'antiracisme, hein. Alors là, au contraire, l'identité disparaît, et c'est une autre forme d'écrivain noir qui apparaît. Il faut le citer parce qu'on le connaît assez peu, mais aux États-Unis, c'est une star, hein. C'est une star française, mais c'est une star, c'est Édouard Glissant. Et Édouard Glissant qui problématise la notion de créolisation universelle, hein. Rappelez-vous l'élection d'Obama. Fascinante l'élection d'Obama. C'est donc 4 ans fois... c'était il y a 16 ans. Quand il est élu à la Maison-Blanche, Obama dit que nous rentrons dans une société post-raciale. C'était il y a 16 ans. Et 16 ans plus tard, la race est partout dans une société... Il ne voulait pas être le président des Noirs. Il va être le président d'une société hybride, métissée, créolisée. Or, la race revient massivement. C'est ironique que ce soit sous la plume de Guillaume Fay, puisque Guillaume Fay illustre ce grand écart. Ce qui est frappant dans le papier que vous citez, pour l'avoir survolé, c'est la virtuosité, la nervosité de la langue de Fay, qui est magnifique, qui est chargée d'électricité nietzschéenne, hein. On le lit avec un grand plaisir, même si on n'est pas forcément d'accord avec lui, ni hier, ni aujourd'hui. Mais en effet, la race revient, elle est partout aujourd'hui, puisque les sociétés se crispent, hein, et on est renvoyé, chacun d'entre nous, au plus petit
multiple commun. Et c'est quoi le plus petit multiple commun? C'est par-delà la nationalité, c'est la question raciale. Hein. Et le suprémacisme noir, hein, le privilège noir qui est partout aujourd'hui, parce qu'on est dominé par un privilège noir en fait. Hein. On ne parle de privilège blanc comme d'habitude, hein. On ne parle d'une chose que lorsqu'elle a disparu, comme les supernovas. Le privilège blanc qui de fait a longtemps existé, puisque nous avons exercé une hégémonie sur le monde. Pas la peine de la nier. Elle fait la grandeur de l'histoire européenne, hein, par-delà les colonnes d'Hercule. Hein. Mais l'Europe s'est défigurée en devenant l'Occident, c'est le sujet de ce dossier. L'Europe en quittant son lit. Les Grecs avaient dit qu'il ne fallait pas aller au-delà des colonnes d'Hercule. Hein. Il ne fallait pas quitter la Mare Nostrum. Hein. Et l'Occident l'a quitté, l'Europe l'a quitté, et c'est devenu l'Occident. Et aujourd'hui, cet Occident est déchu. Donc on nous reproche un privilège blanc qui n'est plus qu'une ombre de lui-même. Et on est confronté partout, surtout dans les catégories populaires. Moi je parle souvent avec des jeunes gens qui viennent voir à la nouvelle librairie, des petits blancs populaires dans les cours de récréation. C'est fascinant, la hiérarchie raciale qui s'impose. Hein. Le mâle dominant c'est le noir. Hein. La femme blanche choisit le mâle dominant qui est le noir. Hein. Et le petit blanc est déchu. Donc le privilège blanc aujourd'hui c'est rien du tout. On est confronté à un privilège noir massif. Il se serait amusant que quelqu'un se livre, moi peut-être que je m'y laisserai aller, à faire avec le privilège noir ce que Peggy McIntosh avait fait avec le privilège blanc, essayer de pointer à travers 30 circonstances de la vie qui ont nourri le fameux papier de Peggy McIntosh, de faire la même chose. Moi je serai noir, aujourd'hui je serai milliardaire, je passerai à la télévision. Delphine Ernotte m'inviterait sur le plateau le JT de 20h, tous les dimanches soirs, pour parler d'un film d'Arsène Lupin que j'aurais joué, moi Omar Sy. Configuration parfaite de l'appropriation culturelle qui m'est déniée à moi. J'ai pas le droit de jouer. Moi, si je joue au télo, et je serais payé 20 000 € pour mal jouer Arsène Lupin. Olivier François, ce qui est très drôle en reprenant ce dossier qui a 40 ans, c'est que il n'y a pas si longtemps, dans l'avant-dernier numéro d'Éléments, Ouria Boutelgia expliquait clairement, elle disait la réflexion qui consiste à penser l'ouvrier blanc comme privilégié aux exploiteurs des damnés de la terre n'est pas considérée comme un axe fondamental par l'extrême gauche, alors qu'elle l'est pour nous. La gauche s'est fait avoir dans cette histoire. Ah oui, elle s'est fait avoir, mais moi ce qui m'étonne, pour revenir au titre d'Éléments, pour en finir avec la civilisation occidentale, en effet l'Occident, François l'a dit, est une perversion de l'Europe, en quelque sorte, ou une corruption. Je reprends le thème de Illich, vous savez, la corruption du pire engendre le meilleur, mais je vais l'inverser, la corruption du meilleur engendre le pire, donc l'Occident. Regardez aux États-Unis, qu'est-ce que l'Occident au fond? Qu'est-ce que l'Europe? Quelles sont les vertus européennes? C'est la capacité d'autocritique, de distance envers soi-même. Choses qui sont incapables, par exemple, la civilisation asiatique ou la civilisation islamique, qui sont quand même des civilisations d'une arrogance et d'une bonne conscience assez claires. On ne se pose pas de la question de l'autre dans ces civilisations. Eh bien, cette distance, elle se transforme en culpabilisme, en culpabilité permanente. Le goût pour l'autonomie, qui fonde quand même l'Europe. Des Grecs jusqu'aux cités médiévales. La question de l'autonomie du citoyen, eh bien, ça se transforme en libéralisme débridé, où le citoyen est réduit à une sorte d'individu anonymisé, etc. Et alors, ce qui est amusant aussi maintenant, chez ces critiques de l'Occident, c'est ces gens hystériquement attachés à Bigother, pour parler comme Raspail, c'est qu'en fait, ce sont aussi des surgeons de la corruption de l'Europe et des idées européennes. Ils sont proprement occidentaux, ces gens-là, puisqu'ils pratiquent non plus la distance envers leur civilisation, mais la haine de soi. Voilà, je pense que c'est intéressant à noter. Ce que tu définis, c'est exactement ça. C'est que le génie de l'Europe, le génie grec, le génie de la matricielle de l'Europe, Hérodote jusqu'aux aventuriers, c'est la capacité à porter sa propre critique. Mais elle se dévoile rapidement. Elle se dévoile dès le XVe siècle. Au fond, même si j'adore Montaigne, chez Montaigne, je peux lire, entreapercevoir le début, l'amorce d'un début de culpabilité. C'est les effets pervers. Et ce que tu décris, c'est ce qu'Abellio appelait l'extrême Occident. On est à la pointe de l'extrême Occident. Oui, mais la culpabilité, la mauvaise conscience peut être quelque chose de nécessaire pour avancer. Mais le problème, c'est que... Tu sais, c'est les effets de seuil. Jusqu'à un certain point, l'autocritique est nécessaire. Elle a fondé notre génie. Et s'il y a une singularité absolue de l'Europe, c'est la capacité des Grecs à porter leur propre critique. On ne voit pas d'équivalent nulle part. À s'intéresser à l'autre, à l'animal, au bon sauvage. Le bon sauvage ne s'intéresse pas à nous. Nous nous intéressons à lui. Mais à un moment donné, on est dévoré. D'où l'idée que j'ai avancée, de perversion. De perversion d'Illich. C'est le dernier livre d'Illich qui est fantastique. Illich, c'était un grand chrétien européen et qui disait que des évangiles est sorti le pire. Et il était prêtre, c'était un prêtre. Et là, c'est l'inverse. C'est du meilleur est sorti le pire. C'est un très bon angle.
Pascal et Cédric, vous qui connaissez bien cette revue Éléments, d'un côté à l'époque c'était aussi de dire, à part le monde économique, l'Occident n'a aucun lien culturellement. On n'est pas forcément, quand on est européen, responsable de l'apartheid en Afrique du Sud, du ségrégationniste américain, du massacre des Indiens ou des Aborigènes. L'Europe n'est pas responsable de ça. Il y avait cette idée un peu. Tout à fait. C'était aussi une manière, n'oubliez pas, nous sommes en 80, c'était une manière de mettre à distance l'Amérique. De mettre à égale distance l'Amérique et le soviétique. Parce que vous auriez pu aussi citer l'éditorial, parce que l'éditorial est sur la même idée de mettre à distance l'Occident comme comme fruit pervers de l'Amérique, j'allais dire, et de dire que l'Occident détruit les âmes et l'Union soviétique détruit les corps. C'était la fin de l'éditorial. C'est ce qui est quand même... C'est exactement, c'est Alain de Benoît qui le signe, à l'époque Robert de Hurt. Ce que dit Alain de Benoît, c'est exactement le discours de Solzhenitsyn de 1978 à Harvard. C'est fascinant. C'est qu'on est pris en étau entre deux mécaniques, totalitaires d'un côté et post-totalitaires de l'autre. Et c'est des machines, pour reprendre un type de machine, à détruire les peuples, pour parler comme faille. Système à tuer les peuples. Ce qui moi aussi, l'observation que je voudrais faire, c'est la façon dont aujourd'hui le monde blanc, ce terme monde blanc, puisque c'est la question que vous nous posez, dans le débat actuel, effectivement, il y a d'un côté les décoloniaux qui utilisent ça pour donc le stigmatiser, donc ce monde blanc, et d'autres, j'allais dire de l'autre côté, mais qui s'en emparent sous une forme, très américaine, très vidée de sa substance. Le monde blanc, c'est plus qu'une couleur, c'est plus que... c'est très... ça devient... complètement vidé de sa substance. C'est à la fois médiatique, ça n'a pas de réalité, quoi. Ça n'a pas de réalité concrète. Parce qu'il y a autant, il y a moins de différence entre un noir et un blanc américain qu'entre un blanc européen et un blanc américain. C'est-à-dire que le noir et le blanc américain aux États-Unis, ils vivent séparément, mais il a la même façon de vivre. Il mange la même chose, il a la même culture. Je suis en partie d'accord avec vous, mais ça dépend à quel niveau on se place. Par exemple, un Alan Bloom ou un Léo Strauss ou un certain nombre de grands universitaires américains étaient européens jusqu'au bout des ongles et avaient beaucoup plus de rapport à un Européen qu'avec un Africain, un Afro-Américain complètement yankisé ou un WASP yankisé aussi. Mais toute la question du dossier, c'est que nous sommes tous américains, non ? Aujourd'hui, 40 ans après, en fait... c'est pire. C'est encore pire. Et Faye avait été pionnier, et la Nouvelle Droite avait été pionnière, parce que c'était plus élément, mais c'était Nouvelle École, sur la société de masse. Nous sommes tous, nous ressemblons tous aujourd'hui, mais allons nous promener dans un collège de banlieue, nous ressemblons, pas moi, mais moi, 30 ans en arrière, je ressemblerais à un noir américain. J'aurais le langage de gangsta rap, j'aurais l'intonation de voix. Je m'entends si je n'ai pas été protégé, comme les gens que tu évoquais, Alan Bloom, la grande culture, qui est un phénomène européen. La société de masse est américaine. Et ce système a tué les peuples. C'est-à-dire que la Terre, c'est les terraplatistes. La Terre est devenue complètement peuple. C'est le livre d'Hervé Juvin, c'est que arrêtons de lisser, d'araser la Terre. Il y a du relief, il y a des peuples, il y a de la variété. Le problème, c'est qu'après, François, c'est qu'aussi l'ennemi
nous définit. Et l'ennemi, Exact, ouais. l'adversaire décolonial, post-colonial, post-blanc, etc., nous dénonce autant que l'adolescent trumpisme, redneck, avec lequel je ne me sens pas forcément beaucoup d'affinité culturelle, mais je suis mis dans le même panier que l'adolescent trumpiste, que le hongrois du parti de je ne sais plus qui, enfin d'un parti de droite conservatrice, le russe. Je suis considéré comme un mâle blanc à égalité avec n'importe qui d'ailleurs, à partir du moment où il a une couleur de peau blanche. Dès qu'il y a de la montée, te permet d'y échapper d'ailleurs, bien sûr. La politique et la géopolitique te permet d'en sortir de cette. Ce serait mais je dois une négation de la géopolitique et de la politique que de dire ça. Bien sûr, je dois aussi le prendre en compte. Jusqu'à un certain point, Pascal, hein, c'est que dès lors qu'il y a montée aux extrêmes, et là il y a une tension, il y a montée aux extrêmes, on est les uns et les autres renvoyés à nos assignations premières, à nos appartenances, à nos affiliations. C'est ce qui est fascinant avec les blancs qui portés par une haine de soi. C'est l'inverse des Bounty. Ils sont blancs à l'extérieur, mais ils sont noirs à l'intérieur. Hein. C'est qu'ils sont rejetés. C'est qu'on n'en veut pas de même eux qui voudraient être tous les gens, la Peggy McIntosh que je citais, elle voudrait être noire. Fondamentalement, elle a un désir de négritude. Hein. C'est parce qu'elle devine inconsciemment que c'est là qu'est le pouvoir culturel. C'est là qu'est le pouvoir symbolique, le vrai pouvoir. Hein. Mais on n'en veut pas. Et pourquoi on n'en veut pas ? Parce qu'on est défini d'abord par nos apparences physiques. Hein. Peggy McIntosh est une grande bourgeoise. Oui, certes. Mais comme ils le sont tous, plus ou moins. L'électorat de Biden, aujourd'hui, c'est précisément des CSP+. En tout cas, c'est des gens qui sont, à défaut d'être porteurs du capital économique, sont porteurs d'un capital culturel, pour parler comme les sociologues. Hein. Donc ce sont des gens qui ont... une certaine aisance financière, une certaine aisance culturelle. Hein. Mais pour autant, ils sont rejetés. Moi, je le redis, dès qu'il y a du montée des extrêmes, dans tous les pays où il y a des guerres, on est renvoyé. On peut s'en défendre, mais on est renvoyé par l'ennemi, c'est la thèse de Freund, on est renvoyé par l'ennemi à ce que nous sommes. Hein. Et après, ce que nous sommes, c'est le dénominateur commun. C'est la langue, il n'y en a pas tant que ça, les dénominateurs communs. Il y a la langue, il y a la couleur de la peau, mais il n'y en a pas 10 000. Hein. Donc, moi, je pense que nous devons l'assumer. C'est la partie du discours qui est fort chez les indigénistes. Et au lieu de nier l'existence de la race blanche, comme ont fait les antiracistes des années 80, ils la reconnaissent et la désignent comme ennemie et coupable. C'est-à-dire que la leçon de Carl Schmitt, eux, ils l'ont assumé. L'ennemi, c'est le blanc. Il y a de la et puis, il faut peut-être aussi nourrir culturellement, spiritualiser cette assignation. Moi, je vois des phénomènes intéressants de jeunes victimes de racisme anti-blanc, battus dans la rue, etc., traités de sales blancs, qui vont réagir d'abord en affirmant un racisme un peu bête et méchant et bas du front, et qui d'un coup, mais très bien, mais moi je suis blanc, mais qu'est-ce que c'est être blanc ? Mais c'est aussi avoir Homère derrière soi, c'est aussi avoir des conquérants, c'est aussi avoir des grands écrivains, le Parthénon, les cathédrales. Et donc au début, il part de ce racisme contestable, parce que réduire l'homme à sa biologie, en effet, ça manque de sel, si je puis dire. En même temps, c'est une base qui permet ensuite de s'approfondir. Je ne suis pas sûr que le redneck américain ou que l'Australien ait ces mêmes références. Il faudrait l'encourager. C'est tout le problème de notre époque. Hein. C'est que ce sont des orphelins, ce sont des produits d'une amnésie collective. Hein. Comment leur reprocher, en particulier aux catégories populaires, de ne plus avoir conscience de leur propre histoire ? En Europe, c'est fascinant. On redevient identitaire. Le processus de reconstruction identitaire des Européens passe par les États-Unis. Oui. Donc, au fond, pourquoi ? Parce qu'ils ont été profondément déculturés. Le terme savant, c'est acculturé. C'est-à-dire qu'on les a arrachés de leur culture d'origine. Hein. Donc, ce sont un peu des feuilles vierges. Hein. Mais ils doivent, comme le disait Olivier, il faut que nous admettions, nous qui adorons le livre, la chose imprimée, que nous appartenons peut-être à l'ancien monde, hein, et nous devons aider cette génération-là à se reconstruire. Hein. Mais on ne peut pas l'accabler. C'est la faute au père. C'est le syndrome du film 300. C'est 300, voilà. 300. Moi, je peux en parler. À 300, je l'avais démoli, le film, quand il est sorti. Et je l'avais sous mon nom, dans le journal Minute, un hebdomadaire. Hein, Bravo. Et j'en ai des regrets, pas d'avoir écrit dans Minute. Hein. J'en ai des regrets, parce que je me rends compte que les vingtenaires, donc les gens qui ont 20 ans, ne peuvent pas s'appuyer sur tout le patrimoine culturel dont nous avons hérité ou que nous sommes appropriés, parce que les outils étaient à notre disposition.
Ils n'ont pas les outils à leur disposition. Donc ils se reconstruisent. Et moi, je l'avais flingué parce que Philippe Vardon, qui était un des fondateurs de Génération Identitaire, qui aujourd'hui est conseiller régional ou municipal du Rassemblement national, avait fait un abécédaire où il reprenait tous les codes de la culture américaine. Certains grands films, du reste, la question n'est pas là. Et en fait, il se définissait comme identitaire sur une base qui nous est étrangère. Et j'en ai parlé avec lui depuis. Et comment faire autrement ? Comment aider ces gens-là à se reconstruire ? L'éducation nationale a fait faillite. La figure du père et de la mère ne repose plus sur rien. On leur a donné que des jeux vidéo. Donc, aidons-les, nous, au contraire. Alors, parce qu'on va pas bientôt conclure, mais il nous reste que 6 minutes. L'exemple type de cette absurdité de race blanche, c'est que moi-même, en tant que blanc, donc solidaire, je serais responsable de l'esclavage des Noirs, et une Françoise Vergès, en tant que métisse de l'île de la Réunion, serait une victime. Voilà comment le discours est aujourd'hui. Alors que ma famille, depuis des siècles, n'a pas bougé de ses terres en tant que journalier, donc payé par des paysans 3 francs 6 sous. Et Françoise Vergès est descendante d'une famille d'esclavagistes qui, en 1848, possédait 121 esclaves, dont 66 créoles, j'ai marqué parce que c'était trop drôle, 66 créoles, 12 malgaches, 39 Mozambiques et 4 indiens ou malais. C'est-à-dire que cette dame vient sur les plateaux de télévision nous expliquer que nous sommes coupables, et qu'elle est victime. En fait, individuellement, c'est tout le contraire. Donc cette absurdité, cette simplification de race va amener une véritable catastrophe sur le plan culturel, non ? Ça, c'est déjà le cas. Sur Vergès, l'histoire est fascinante. J'avais travaillé dans une autre vie avec son neveu, ou enfin en tout cas un proche, avec Jacques Vergès. Et par Jacques Vergès, on sait, son père était consul de France à La Réunion. Il appartenait à la grande bourgeoisie française, pyrénéenne pour ce qui le concerne. Et oui, on nous demande d'assumer. Moi aussi, je suis petit-fils de paysan, enfin fils de paysan, d'assumer quelque chose pour lequel Et puis après tout, on s'en moque. Le bouquin de Lugan est remarquable sur la question. Il y a une petite fenêtre esclavagiste européenne en Afrique, mais elle est toute petite. C'est un commerce triangulaire qui concerne une très grande bourgeoisie, pas les peuples centraux, pas les peuples profonds, pas les peuples périphériques, mais il y a un esclavage interafricain, musulman, une traite musulmane. Nous, on nous demande d'assumer. C'est Rokhaya Diallo. Le grand-père était esclavagiste. Ouais, peut-être même que Taubira est comme Vergès. Peut-être qu'il nous demande d'assumer. Là encore, moi je reviens à l'idée d'un privilège noir. Et aujourd'hui, il y a un privilège noir. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas parler de traite interafricaine. Et pas de traite musulmane d'ailleurs non plus. N'en parlons pas, alors qui perdure, qui a perduré jusqu'au XXe siècle. Dans Monfred, il y a des chefs-d'œuvre de Monfred et de Kessel. Le bouquin de Kessel sur Monfred, on est au cœur de la traite arabe. Génial. On est dans les années marchand d'esclaves. 20-30, ouais. Alors, je voudrais terminer sur un de nos essayistes français qui lui, n'a pas changé. C'est Pascal Bruckner, qui est formidable, parce qu'en 1983, j'ai pris les livres qu'il avait écrits à une époque, et en 1983, il écrit déjà Le sanglot de l'homme blanc, tiers-monde, culpabilité, haine de soi. Et en 2006, il récidive avec La tyrannie de la pénitence, essai sur le masochisme occidental. Et en 2020, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Lui, il l'assume totalement. Il y a aussi cette façon de voir les choses, c'est que l'Occident doit être fier de tout ce qu'elle a fait. C'est un peu le discours d'un Pascal Bruckner. On peut le suivre ou pas ? À l'époque, on le suit pas trop. Je pense que moi, c'est devenu une star. On lit sa signature tous les mois dans Le Figaro. Moi, ça me désole. Il n'est pas européen. Bruckner, il ne l'a jamais été. C'est un néo-philosophe. Donc, il a, depuis 40 ans, œuvré au processus de délitement, de déconstruction de l'homme français, de l'homme européen. C'est donc un occidental, au sens littéral du terme. Ouais. C'est un atlantiste. Il a suivi toutes les guerres américaines. Depuis 20 ans, on peut suivre à la trace les guerres américaines. Donc, les tapis de bombes en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie, il suffit de suivre les déclarations de Bruckner. Donc il faut s'en garder comme de la peste de ce garçon-là. Il ne dit pas que des âneries, il est même assez bon romancier. Ouais. Donc il n'est pas dépourvu de talent. Je ne crois pas, moi, que lui, il n'a pas changé. Pour le coup, il y a des néo-philosophes qui ont changé. Finkielkraut a énormément changé.
énormément. La plume est très supérieure, l'intelligence est d'une autre envergure, hein. Mais Bruckner, non, c'est ne pas s'imaginer que les faux amis sont des amis. Il reste des ennemis. Ouais. Pascal, ce numéro de 1980, est-ce que on le signerait dès demain aujourd'hui ou est-ce qu'on aurait quelques nuances, vous qui avez été rédacteur en chef, comme à l'époque le rédacteur en chef était... Non, comme à l'époque, il n'y avait même pas, la direction c'était Michel Marmin et Pierre Vial. Hein. Oui. Donc voilà, il n'y avait pas... oui, je crois qu'on pourrait le re-signer. Est-ce qu'aujourd'hui on vous envoie un article comme ça, vous le passez dans le prochain élément ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que premièrement, François l'a dit, la plume de Guillaume Fay est fabuleuse à cette époque-là, elle est vraiment fabuleuse. Et bien sûr, il faudrait, depuis 40 ans se sont passés, donc il y a bien sûr tout ce dont on a parlé, il faudrait en refaire la généalogie, donc bien évidemment, non, c'est un numéro qui est un grand numéro. Oui, un grand numéro d'éléments. Je pense au sein de la rédaction d'éléments sur cette question, des petites nuances parfois, sur des thématiques qu'on va peut-être mettre en avant davantage que d'autres selon les sensibilités. Ce qui est posé sur l'Occident, reste tout à fait valable. François, 40 ans plus tard, dit nuance, mais dit la même chose. Et pour nous, éléments, sur 50 ans, l'opposition Occident-Europe est centrale. Hein. Elle est fondatrice, structurante pour nous. Et c'est ce qui peut opposer un paléoconservateur. La rédaction, il y a du paléo-révolutionnaire au paléoconservateur, au néocon. On retombe sur Bruckner. Hein. On retombe. Non, justement. L'opposition est fondamentale. Hein. Et on la trouve chez Abellio. C'est que... Dans quel livre d'Abellio ? C'est La Fosse de Babel, dans le dernier de la trilogie romanesque. Hein, ouais. Voilà, nous on a terminé. Donc vous pouvez trouver ce numéro, alors il n'existe plus en papier, mais vous pouvez le trouver sur le site en PDF. Et vous aurez aussi un magnifique article qui s'appelle par provocation Vive le cinéma zoulou de Michel Marmin. Et je pense que le cinéma zoulou en a bien besoin aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Les hommes blancs que nous sommes, et oui, vous saluent bien et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le plus d'éléments, hein, Olivier, ça va être ça. Exactement. Hein. Et nous on se retrouve dans 2 mois pour cette année-là. Bonjour chez vous.